sommes le 30 octobre 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Beaucoup de réactions sur l'arrestation des 4 journalistes du journal Iwachu continuent de coûter beaucoup d'encre et de salive. Certains partis politiques montrent que ces journalistes n'ont commis aucun crime pour mériter l'emprisonnement. Une arrestation qui n'a pas laissé indifférent le Forum pour la conscience et le développement, le FOCODE. Vous allez le suivre dans ce journal. Dans ce journal, vous allez suivre également un défenseur des droits de l'homme qui déplore l'intolérance politique au Burundi. Pour maître Lambert Nigarura, cette intolérance politique est une preuve que la justice burundaise est absente. Hors de nos frontières, le Premier ministre rwandais a présenté hier, mardi 29 octobre, 4 premières voitures électriques importées de l'Allemagne. Voici pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal, la page politique. Pour commencer, les réactions tombent de partout depuis l'arrestation des 4 journalistes du journal Iwachu et leur chauffeur. Ça fait aujourd'hui 9 jours. Dans sa déclaration, le parti MSD indique que ces journalistes n'ont commis aucun crime, sauf qu'ils étaient en train d'exercer leur métier. Epitas Shimirimana, porte-parole du MSD, dit que cet emprisonnement montre que les élections de 2020 ne seront pas crédible. Nous avons sorti un communiqué pour condamner l'arrestation et l'incarcération de 4 journalistes du journal de presse Iwachu et leurs chauffeurs. Ils ont été arrêtés alors qu'ils se rendaient en reportage. Dans notre parti MSD, nous constatons que c'est injuste parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons entendu qu'ils n'ont commis aucun crime, sauf qu'ils ont été accusés de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Nous avons alors réagi sur cette incarcération, là où nous avons encore montré que dans cette période qu'au Burundi, aucune condition n'est réunie pour l'organisation des élections de 2020 parce que la population burundaise continue à être maltraitée, sans oublier les journalistes qui avaient résisté pour rester dans le pays en faisant leur métier. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas exercer leur métier et leur travail est tranquille. Vous savez qu'aujourd'hui, si tu n'es pas emprisonné, tu ne peux pas avoir la liberté de s'exprimer de ce qui se passe dans le pays. Et pour la justice internationale, c'est un autre signe que la justice internationale peut avoir comme indice dans plusieurs cas que nous dénonçons qui montrent que le gouvernement du Burundi continue à violer les droits de l'homme sans oublier surtout les journalistes parce que les journalistes sont là pour informer de ce qui est en train d'être fait par le gouvernement. Cette arrestation n'a pas aussi laissé indifférent le président du Forum pour la conscience et le développement FOCODE en sigle. Pacifique Ninina Hatzgue trouve que ce genre de pratique est devenu une habitude des autorités publiques qui veulent cacher les dégâts et les crimes de guerre qui ne cessent de se commettre. Il demande que ces journalistes emprisonnés soient libérés sans condition. Suivez Pacifique Ninina Hatzgue. Que des journalistes cherchent à se rendre sur terrain pour mener des enquêtes, des reportages sur une situation surtout aussi grave que celle d'une attaque rebelle, ce n'est que normal. C'est ça la fonction même d'un journaliste, c'est de se rendre sur le terrain, c'est d'avoir des informations vérifiées, c'est de rapporter au public les informations qu'il faut. Alors, si les autorités burundaises ont cherché à empêcher aux journalistes de faire leur travail, cela signifie que les autorités burundaises avaient des choses à cacher. Alors aujourd'hui, on s'interroge toujours sur ce que le gouvernement est en train de cacher. Généralement, en période d'attaque de mouvements rebelles, les autorités publiques cherchent d'abord à cacher les dégâts de l'attaque, c'est-à-dire les autorités veulent cacher les pertes qu'elles ont subies en termes de militaires ou de policiers tués ou en termes d'autres dégâts matériels qui ont été entraînés par cette attaque. C'est la première chose que les gouvernements cherchent à cacher généralement. Les gouvernements cherchent aussi à cacher les crimes de guerre dont ils seraient responsables en réponse à cette attaque rebelle. Là, ça signifie notamment ce qu'ils ont fait contre les combattants arrêtés ou ce qu'ils ont fait contre la population dans les alentours.
Il y a un flou total sur ce qui s'est passé. Les autorités burundaises ont parlé de 14 victimes parmi les rebelles, mais on ne sait pas dans quelles circonstances il y a eu 14 victimes. Certaines informations parlent d'abord d'un nombre plus élevé que 14. Certains disent que tous les combattants qui ont été arrêtés auraient été décapités immédiatement par des miliciens Imbonerakure. D'autres disent que même les cadavres de ceux qui avaient été tués pendant les combats, que les cadavres ont été aussi décapités, ce qui serait extrêmement grave. Alors, c'est probablement dans ce sens qu'on ne voit aucune image en ce moment sur ce qui s'est passé à Musigati. Certains milliers de CNDD-FDD ont plutôt cherché à partager de fausses images de ce qui se passait à Musigati, mais en ce moment, il n'y a rien en rapport avec les combats de Musigati. Alors, la question est là, qu'est-ce que le gouvernement est en train de cacher? Qu'est-ce qui a été commis à Musigati que les autorités burundaises ne veulent pas que ce soit connu? C'est quoi au juste? Enfin, il y a d'autres rumeurs qui parlent, même si on parle de l'attaque du mouvement rebelle de Tabara, il y a des messages qui parlent d'autres choses, qui parlent notamment des FDLR, je ne sais pas. C'est ce qu'il faut prendre à ce moment. Et le fait que les autorités burundaises empêchent à la presse professionnelle de faire son travail, il donne l'opportunité à la propagation de toutes sortes de rumeurs. On a besoin de l'information, les autorités burundaises doivent communiquer et laisser la presse libre couvrir les événements pour être crédibles. Les gens du gouvernement ne savent pas parfois que le fait d'avoir une presse libre, que cela donne de la crédibilité aux messages même et aux communications des autorités. Donc, puisqu'il n'y a plus de vérification, puisqu'il n'y a plus d'enquête crédible indépendante, il devient difficile de croire aux messages du gouvernement, encore que ces messages n'existent pas réellement en ce moment sur ce qui s'est passé à Musigati. Toujours sur la page politique, comme mentionné dans les titres, l'intolérance politique au Burundi est une preuve que la justice burundaise est actuellement absente. Sous d'autres cieux, le ministère public devrait s'auto-saisir pour punir les auteurs de ces harcèlements quotidiens dont sont victimes les militants de l'opposition, surtout ceux du parti CNL. Suivez Maître Lambert Nigalula, un des défenseurs des droits de l'homme. Vous savez que la justice burundaise est actuellement complice. Elle est complice de tous les crimes en train de se commettre au Burundi. Elle est utilisée comme un outil de répression. Et si aujourd'hui l'intolérance politique, c'est un constat aujourd'hui, et dans un contexte où nous approchons petit à petit les échéances électorales, normalement il devait y avoir une loi qui punit toute personne qui harcèle ou persécute un autre membre qui n'est pas de sa formation politique. Mais aujourd'hui, vous comprenez qu'il y a une intolérance politique et le pouvoir n'est pas là. La justice également. Soit la justice ou la police judiciaire interviennent juste pour réprimer les victimes de ces actes. Ça fonctionne à l'envers, en fait. Il y a un dysfonctionnement terrible. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu à plusieurs reprises les membres de la milice Imbonerakure, la jeunesse du parti au pouvoir, qui participent à cette répression, qui enlèvent, qui arrêtent, qui torturent les membres de l'opposition, comme c'est du Sénat. Ce sont les victimes qui sont arrêtées et emprisonnées, des fois dans un état critique, tout un état torturé, battu. Et les auteurs de ces crimes, les tortionnaires, les auteurs sont protégés. Et voilà, c'est un dysfonctionnement terrible. La police judiciaire, la justice est devenue plutôt non seulement complice, mais aussi un outil de répression. C'est dommage, c'est un fonctionnement à l'envers. Retour lundi dernier du deuxième vice-président Joseph Butore en provenance de la Russie. Il s'y était rendu pour participer dans le sommet des pays africains qui s'est tenu en Sochi, en Russie. Le point à l'ordre du jour était la souveraineté des pays et la sécurité qui seront des piliers des travaux d'un autre sommet prévu après un an. Suivez Joseph Butore. Les pays africains et la Fédération de Russie venons de nous rencontrer à Sochi cette semaine où
animés tous du même souci, de la même volonté, je dis même de la même préoccupation, de vivre dans un monde où règne la stabilité, la paix et la sécurité pour tous, dans un monde où les peuples jouissent pleinement de leur souveraineté. Nous avons décidé de considérer cela comme une base solide qui nous permettra de bâtir un nouveau cadre de partenariat pour faire avancer davantage nos peuples respectifs dans la voie du développement. Comme mécanisme de fonctionnement, on s'est entendu qu'il y aura une fois les 3 ans des réunions, genre l'Assemblée générale, le sommet Russie-Afrique, qui vont se dérouler alternativement. Alors, je disais que pour la fondation, la base, il y a 2 mots-clés, la souveraineté et la sécurité. Et c'est sur cette fondation qu'on va poser d'autres piliers qui vont soutenir ce nouveau cadre de partenariat. Ils sont nombreux. Je pourrais revenir sur quelques-uns, en commençant par les différentes composantes de la sécurité. Vous savez qu'il y en a vraiment beaucoup. Et sans oublier votre métier, le rôle, la place des masses médias dans le rayonnement de ce nouveau cadre de partenariat. Le message avec lequel on rentre, le premier élément, c'est que le Burundi vient d'entrer dans une communauté, dans une famille, ça c'est sûr, où notre pays se sentira plus épanoui, du moins par rapport à d'autres cas de partenariat auxquels nous avons déjà adhéré. Page éducation pour poursuivre ce journal. L'école artisanale qui se construit à Mounini en province de Rumongue a été construite par la contribution de la population à la base et le bureau de la présidence de la République. La déclaration est de Jeanne d'Arc Kagayo, ministre du développement communal. C'était ce mardi quand elle répondait aux questions des parlementaires. Elle fait savoir que le marché public pourrait avoir des irrégularités. Seul le résultat des enquêtes va clarifier les choses. Le centre artisanal existe à Mounini, mais nos enquêteurs qui ont été envoyés là-bas y ont trouvé des locaux. Un bâtiment qui a été construit par la contribution de la population à la base et par le soutien du bureau de la présidence de la République. Sur ce bâtiment, il n'y a pas beaucoup de travaux déjà faits. Il y connaît une fondation et des piliers seulement. Laissons-nous, monsieur le président de l'Assemblée, continuer nos enquêtes pour connaître la réalité des choses. À Mounini en plus, il s'observe une autre maison qui a connu une amélioration après la descente sur le terrain du parquet. S'appuyant sur les informations sur place, elle nous révèle que le bâtiment a été construit et a été réceptionné provisoirement. Oui, le marché public peut avoir des irrégularités. Patientons un peu. Il s'avère nécessaire de continuer nos enquêtes. On pourra le faire via les institutions du ministère de la bonne gouvernance. Maintenant, page économie. Grâce à la nouvelle loi qui régit l'Office burundais des recettes OBR, Audace Niyonzima, le directeur de l'OBR, fait savoir qu'il y a eu une nette amélioration pour les recettes fiscales par rapport aux années passées où la collecte des impôts était faite par le département du ministère des Finances. Suivez Audace Niyonzima. Si on analyse le nouveau code qui régit l'OBR, il y a une nette amélioration, notamment le suivi des employés, que ce soit en douane ou même les taxes dans l'intérieur du pays. Cela nous aide à recueillir beaucoup de taxes par rapport aux années antérieures. Il est remarquable qu'il y a eu vraiment une amélioration en 2009. Les recettes étaient aux environs de 10 milliards, mais aujourd'hui on arrive à 900 milliards. Dans les 3 mois de 2019, c'est-à-dire début juillet, on a un supplément de 40 milliards. On nous a donné comme objectif 212 milliards. On a atteint à 150 milliards. C'est jusqu'au mois de septembre seulement par rapport à l'année passée. Sur les 3 mois, c'est-à-dire juillet, août, septembre, nous remarquons davantage une amélioration. Dans ces 3 mois, on a collecté des recettes allant à 2010 milliards, mais aujourd'hui jusqu'au mois de septembre. Nous avons eu 251 milliards par rapport à l'année passée. Vous attendez qu'il y ait un gain.
Hors de nos frontières pour clore ce journal, une voiture électrique, une réalité au Rwanda. Ce mardi 29 octobre, le Premier ministre de ce pays a présenté les 4 premiers véhicules électriques. Ils étaient avec les représentants de l'usine automobile allemande Volkswagen. Les détails avec Thierry Wigilindavi. La voiture électrique et Golf présentée à Kigali par Edouard Ngirente, Premier ministre du Rwanda, ne fait pas de bruit au démarrage, ni de dégagement de gaz à effet de serre. Importés d'Allemagne par l'usine automobile Volkswagen, les 4 premiers véhicules présentés au centre des congrès de Kigali, appelé Kigali Convention Center, seront utilisés par la suite comme taxi. Le Premier ministre rwandais a rappelé qu'en 2018, le carburant occupait à lui seul 12% des exportations de son pays. Il a donc présenté ces engins électriques comme une opportunité pour remplacer ces importations de carburant très coûteuses par l'électricité du pays. Cette voiture peut courir 230 km après 45 minutes de chargement. Une vingtaine d'autres véhicules électriques devraient être bientôt importés d'Allemagne par Volkswagen afin de servir de taxi. Aucune unité de fabrication de véhicules électriques n'est cependant prévue dans le pays. L'unité d'assemblage installée par Volkswagen dans son pays continue néanmoins de produire des véhicules classiques à essence qui coûtent entre 20 000 et 48 000 euros. Merci beaucoup Thierry Wigilindavi. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.